Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de l'argent. Et avec moi, mon équipe de chroniqueurs que j'ai le plaisir de présenter avec Soraya, qui chaque semaine vient avec un bon plan. Ce soir, de quoi allons-nous parler? Ce soir, Justine, je vais vous parler d'une assurance révolutionnaire en Côte d'Ivoire pour nos amis sur pattes, les chiens. Et on a hâte. Ensuite, Christelle, avec vous, on va en savoir un peu plus sur le métier de recruteur. Effectivement, plonger dans l'univers du recrutement, cette étape importante et décisive pour une entreprise, mais aussi pour le candidat à l'emploi. Et ce sera pour tout à l'heure. Et enfin, pour finir mon petit tour, Landry qui nous raconte l'envers des chiffres. Avec vous, on va parler de l'argent du coton en Côte d'Ivoire. Oui, l'or blanc qui a connu une croissance ces dernières années en Côte d'Ivoire, car le pays a vu sa capacité de production s'établir à 558 000 tonnes, un record. Je vous donne le détail dans quelques instants. Merci Landry. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage d'un mot de la finance. Ce soir, un focus sur la rente viagère. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, première agence de notation financière en Afrique francophone. Mais pour l'instant, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Landry, vous nous parliez de l'argent du coton et en la matière, notre pays a atteint un niveau de production jamais égalé. Effectivement, il faut dire que c'est un record pour la Côte d'Ivoire qui a vu sa capacité de production pour la campagne 2020-2021 s'établir à 558 000 tonnes. Ce chiffre qui permet au pays de se hisser au deuxième rang africain derrière le Bénin qui a une capacité de production de 730 000 tonnes. Il faut dire que la filière cotonnière se situe au quatrième rang des produits d'exportation de la Côte d'Ivoire, derrière le cacao, le caoutchouc et la noix de cajou. Deuxième au plan africain derrière le Bénin. Qui sont les autres concurrents en zone UEMOA? Après le Bénin, avec sa capacité de production de 730 000 tonnes, je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire 558 000 tonnes. Nous avons le Burkina qui vient en troisième position avec une capacité de production de plus de 492 000 tonnes et le Mali qui ferme la marche avec une capacité de production de 147 000 tonnes. Et selon un rapport de l'association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire, la prévision pour la campagne 2021-2022 s'établira à plus de 580 000 tonnes. Comment on explique ce bond-là, dites-moi? Il faut dire que le secteur a connu des réformes considérables au niveau de son fonctionnement. Depuis la campagne 2019-2020, la Côte d'Ivoire offre aux producteurs le tarif le plus élevé, à savoir 300 francs le kilogramme de fibre de coton, contrairement au Burkina où il est à 270 et au Mali à 280 francs CFA. Il y a eu une croissance considérable des producteurs. Le chiffre est passé de 117 000 à plus de 132 000. La superficie cultivable a elle aussi augmenté, passant de 408 448 hectares à plus de 460 000 hectares. Donc il y a une progression à tous les niveaux, d'où le boom dans la filière cotonnière. Alors, très bon rang sur le plan de la production. Qu'en est-il de la transformation et qu'est-ce que cela rapporte au pays? Selon Intercoton, il existe près de 6 sociétés qui opèrent dans la filière cotonnière ici en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement, depuis 2012, a adopté une politique qui consacre l'agro-industrie comme fer de relance au développement industriel. Dans ce cadre, il y a eu la réhabilitation et la construction des usines de transformation. C'est un secteur qui génère près de 120 milliards en chiffre d'affaires par an, avec 14 usines qui sont répertoriées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et selon le département américain de l'agriculture sur la filière cotonnière ivoirienne, la valeur des exportations de tissus en coton s'est établie à 23,3 millions de dollars, soit 13 milliards de francs CFA. Merci Landry pour toutes ces informations très importantes sur le coton en Côte d'Ivoire. À présent, passons à la rubrique 24 heures avec pour découvrir ou redécouvrir un métier cette semaine. Christelle, avec vous, on va parler du métier de recruteur, c'est bien cela? Exactement. Alors, le recruteur, c'est cette personne qui est chargée de dénicher les potentiels nouveaux collaborateurs d'une organisation ou d'une entreprise. Alors, dans la pratique, comment est-ce que cela se fait? Que gagne un recruteur? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai suivi Aniela Vekwaku, directrice générale d'un des cabinets de recrutement les plus demandés sur le marché. 24 heures dans un cabinet de recrutement, on regarde. Je vous propose qu'on entre vraiment dans le but du sujet, dans le vif du sujet. On va commencer par la ligne du recrutement. Oui, doit-on ici qu'on a identifié
3 nouveaux profils directeurs de site au Sénégal avec qui on aura bientôt les entretiens, les évaluations. Dans les locaux de son cabinet, Aniela Vekwaku et son équipe passent en revue les recrutements en cours. Après une dizaine d'années d'expérience en entreprise, c'est en 2018 qu'elle se lance à son propre compte. Aniela est ce qu'on appelle une chasseuse de tête. Tout le monde n'est pas nécessairement en recherche d'une nouvelle opportunité, mais c'est aussi, je dirais, le savoir-faire du chasseur de tête, de pouvoir identifier, trouver vraiment où est l'oiseau rare, dans quel environnement il se situe, avoir la technique de l'approcher, avoir la technique de le convaincre et avoir la technique justement pour faire que cette personne rejoigne l'environnement de notre client qui nous a missionné. Après la réunion, Aniela a rendez-vous avec un client en zone 4. Le recruteur peut être sollicité par l'entreprise pour identifier uniquement les talents qui répondent aux besoins du client. Dans d'autres cas, il s'occupe de tout le processus de recrutement, identifier, évaluer et sélectionner le candidat adapté. La plupart du temps, les pratiques du marché, c'est de s'aligner, je dirais, sur 1 à 2 mois de salaire mensuel net ou brut. Je prends un exemple, une structure qui a besoin d'une secrétaire qui va être à 300 000 francs. Ma facture, ma prestation va vous coûter 300 000 francs, on va vous coûter 450 000 francs si c'est 1 mois et demi du salaire ou 600 000 francs si c'est 2 mois le salaire. Mais ça n'est en aucun cas le salaire, ça n'est pas le candidat qui paie, c'est l'entreprise qui paie la prestation au cabinet. Aniela arrive dans cette entreprise spécialisée dans le traitement d'eau pour une séance de travail avec le directeur. En 3 ans, c'est plus d'une 50aine d'entreprises nationales et internationales qui ont eu recours au service d'Aniela. Je crois que nous avons plusieurs sujets, nous avons eu et avons plusieurs sujets en cours. Exactement. Le premier étant voilà, le recrutement de Perside qui est ici, voilà, savoir comment cela se passe. Ça a pris du temps, mais compte tenu de notre cahier des charges qui était un peu complexe quand même, je pense qu'on a quand même trouvé la bonne personne. Olivier a sollicité les services du cabinet de recrutement pour un poste d'assistant de direction. En sa qualité de recruteur, elle intervient dans tous les domaines et pour tout type de poste. Pour preuve, son plus haut recrutement, un directeur général pour une multinationale, pour un salaire de 15 millions de francs CFA. C'est le métier d'une DRH de faire ça, du recrutement, mais dans un gros service. Et encore, je sais que les DRH des grosses sociétés font appel à des cabinets de recrutement. Ça, c'est une tradition, enfin je veux dire, c'est une méthode de travail aujourd'hui qui est appliquée par tous les DRH. C'est un gain de temps, c'est un gain au final d'argent. Je peux demander au cabinet un changement. Et ça, c'est dans les prestations du cabinet. Il y a une forme de garantie, si vous voulez, de satisfaction. Si je ne suis pas satisfait, je change. De retour au bureau, Aniela rencontre Marcel, un étudiant venu réaliser son bilan de compétences. Tes traits de personnalité vont quelque part faciliter la prise de fonction dans un métier ou pas. D'où l'intérêt d'apprendre à se connaître le plus tôt possible. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de faire en entreprise? Conseiller d'entreprise. D'accord. Conseiller d'entreprise juridique. Réaliser des bilans de compétences, un des services supplémentaires proposés par le cabinet d'Aniela et pour lequel il faut débourser entre 350 000 et 500 000 francs CFA. Je suis en entreprise, je réfléchis à faire autre chose, mais aujourd'hui je ne sais faire que ça. Et bien, le bilan de compétences peut aussi permettre de faire le point sur tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances et compétences, ce que j'ai développé à côté qui peut me servir dans un autre métier et que je vais aimer faire. L'employeur en général va demander un bilan de compétences quand il veut gérer et optimiser ses ressources en interne. Je prends l'exemple de salariés qui sont en poste, qui ont un potentiel, qui peuvent évoluer, mais on ne sait pas clairement vers quel métier. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus d'une centaine de cabinets de recrutement, un secteur en pleine croissance. De quoi booster le marché du travail qui ne comptait qu'un peu plus d'1 million d'emplois formels au premier trimestre 2021. C'est visiblement un marché très porteur, surtout qu'il y a un gros manque de compétences que ces recruteurs vont chercher.
Effectivement, le constat qui est fait, c'est qu'il y a une certaine inadéquation sur le marché entre les profils qui arrivent et la demande qui est présente. Donc aujourd'hui, les recruteurs poussent un peu plus dans leur domaine d'activité en prodiguant le conseil, c'est-à-dire ils vont vers la jeunesse pour leur parler justement de ces métiers d'avenir, de ces métiers vers lesquels ils devraient plutôt se tourner. Quelles sont les qualités que devrait avoir un bon recruteur? Alors le recruteur doit être curieux pour savoir, comme je dis, pour savoir quels sont les besoins du marché, comment est-ce que le marché se comporte en ce moment pour pouvoir vraiment aller vers les profils qu'il faut. Le recruteur doit aussi être un peu psychologue pour pouvoir déterminer les traits de personnalité du candidat. Est-ce qu'il pourra être épanoui dans le métier qu'il veut exercer? Je prends pour exemple un agent d'accueil formé à ce poste-là, mais qui est stressé à la vue du monde. Alors Justine, cette personne-là ne sera forcément pas épanoui. Et donc, c'est au recruteur de pouvoir savoir tout cela et orienter le candidat. En tout cas, nous sommes heureux dans ce que nous faisons et ça va continuer. Merci Christelle. À présent, passons à la prochaine rubrique, les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous parliez d'une assurance inédite. Dites-nous tout. Justine, je sais que vous aimez les chiens. Ah oui, je les adore, j'en ai même 3 moi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour vos chiens. Ils ont désormais un produit d'assurance juste pour eux. Et vous savez, aujourd'hui, on estime la population canine de Côte d'Ivoire à 7 millions. Et ce produit d'assurance vient comme une révolution dans le secteur. Et il a été mis en place par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire en collaboration avec une compagnie d'assurance. Qu'est-ce qu'elle couvre concrètement, cette assurance-là? Alors elle couvre tous les frais relatifs à la santé du chien, notamment les frais vétérinaires, les frais hospitaliers, les frais pharmaceutiques, les opérations chirurgicales, les analyses, les radios et même les vaccins. À cela s'ajoutent les dommages et dégâts que pourrait causer notre ami sur pattes et dont le propriétaire pourrait être tenu pour responsable. Car il est important de préciser qu'en 2020, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, on a compté 2 à 3 morts dues aux morsures de chiens. Et en 2021, on compte déjà 2 morts dues aux morsures de chiens. Alors cette assurance vient vraiment gérer tous les risques autour des chiens. Et combien coûte-t-elle? C'est là le vrai point. Alors, le prix varie en fonction de la catégorie de chiens et en fonction de la formule que vous choisissez. Vous avez la catégorie des chiens de compagnie, la catégorie des chiens dangereux et la catégorie des molosses. Et vous avez une formule de base, une formule standard et une formule complète. Par exemple, si je combine la catégorie des chiens de compagnie et la formule de base, je paierai 144 430 francs CFA par an. Avec la formule standard, je paierai 244 427 francs CFA par an. Et avec la formule complète, je paierai 332 427 francs CFA par an. Et avec plusieurs chiens, on peut même bénéficier d'une réduction. Alors, quelles sont les conditions pour souscrire à cette assurance-là? Pour souscrire à cette assurance, Justine, il faut adhérer au comité des amis canins de Côte d'Ivoire. Il faut aussi fournir une attestation de sociabilité du chien. C'est une attestation qui prouve que le chien est équilibré, qu'il est social. Il faut aussi fournir une photo sur pattes du chien. Et enfin, vos chiens pourront être assurés. Ils recevront un carnet. Et ce carnet sert de contrat d'assurance, mais aussi de carnet de vaccination et de carnet de santé du chien. Alors je précise, Justine, que même si cette assurance est une révolution ici en Côte d'Ivoire, les assurances pour chiens ne sont pas une nouveauté en Afrique. Il en existe dans certains pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a même le plus grand marché en termes d'assurance pour animaux de compagnie. Merci Soraya, merci Christelle Landry. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques. RTI Mani se poursuit dans quelques instants, tout de suite après la page pub. C'est la suite d'RTI Mani avec dans quelques instants notre entretien cash avec le pape de la notation financière en Afrique francophone, Stanislas Zézé. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la finance. Ce soir, focus sur la rente viagère. Regardez.
Normalement, seul le système de pension de retraite permet à tout travailleur de s'arrêter de travailler tout en continuant de recevoir un revenu appelé pension. Mais il existe un autre dispositif qui garantit aussi de percevoir une somme d'argent régulière pour toute la vie. C'est la rente viagère. La rente viagère est une somme d'argent appelée arrérage qu'une personne physique, une compagnie d'assurance ou une caisse de prévoyance sociale s'engage à verser périodiquement à une autre personne jusqu'à son décès, d'où la dénomination viagère. Mais celle-ci ne peut en aucun cas remplacer la pension de retraite. La rente peut être sous forme de donation, d'indemnité ou de récompense à des personnes invalides du fait d'un accident de travail, des personnes qui ont marqué leur temps ou qui ont occupé de hautes fonctions. En Côte d'Ivoire, par exemple, 12 grands pionniers de la culture ivoirienne reçoivent depuis 2018 une rente viagère de 300 000 francs CFA de la part du gouvernement ivoirien. Cette rente est gratuite. La rente viagère peut être versée lors de la conversion du capital d'une assurance vie ou encore à partir de la vente dite en viager d'un bien immobilier. Une technique qui consiste pour une personne généralement âgée à vendre sa maison en contrepartie d'une rente viagère. Elle peut éventuellement avoir le droit d'y rester vivre et l'acheteur ne pourra entrer en pleine possession de la maison seulement après le décès du propriétaire. Dans le cadre classique d'un versement par une assurance ou organisme financier, le calcul d'une rente viagère prend en compte le montant du capital épargné, l'âge du bénéficiaire lors de la souscription et surtout l'espérance de vie qui varie d'un pays à un autre. Elle sera aussi sujette à l'impôt sur le revenu. Pour la Côte d'Ivoire, cette taxe correspond à une déduction de 1,5% appliquée sur 80% du montant net de la rente. La rente viagère peut servir de complément de revenu à la retraite. Une des périodes les plus délicates de notre existence. Les revenus baissent et les risques de maladie sont multipliés. La rente présente alors de nombreux avantages, comme revenu régulier et garanti jusqu'au décès, quelle que soit sa longévité. Mais si le bénéficiaire décède prématurément, il ne pourra en général pas léguer le reste du capital à ses ayants droit, sauf s'il a souscrit à une rente à annuité garantie. En plus, très souvent, si vous choisissez de convertir votre capital en rente, vous ne pourrez plus jamais y accéder en dehors des échéances établies dans le contrat. Le capital bloqué n'est plus disponible ni pour régler un gros problème financier soudain, ni pour investir dans un projet non prévu. Autant dire qu'il est nécessaire d'analyser tous les paramètres avant de se lancer car la rente viagère est aussi un engagement à vie. Il est le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière. Et il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro d'RTI Money. Stanislas Zézé, bonsoir. Bonsoir, Justine. Comment définir en des mots simples la notation financière ? Alors, la notation financière, c'est l'exercice par lequel une agence de notation financière va établir la crédibilité d'un emprunteur. C'est-à-dire déterminer la capacité et la volonté de cet emprunteur de rembourser la dette. Donc, cet emprunteur peut être un pays, une collectivité locale, une entreprise privée, publique, commerciale, industrielle. Une personne physique aussi? Non, pas une personne physique. Les personnes physiques sont plutôt évaluées par ce qu'on appelle les bureaux de crédit. Donc, il y a une différence entre le bureau de crédit et la notation financière. La notation financière est dans une logique perspective et le bureau de crédit est dans une logique historique. Est-ce qu'il y a une monnaie spéciale pour évaluer, pour noter une entreprise ou un pays? Quand on emprunte dans une monnaie, on rembourse dans cette monnaie ou dans cette propre monnaie généralement. Alors, les agences internationales, donc dites internationales de notation financière, notent en devises étrangères, donc en dollars, ce qui est la devise de référence, et l'euro. Nous notons en monnaie locale avec un équivalent en devise. Mais la raison pour laquelle on note en monnaie locale, c'est parce que les pays africains, par exemple, donc qui est notre territoire, l'Afrique est notre territoire de prédilection, ont des réserves de devises qui sont faibles. Donc évidemment, si vous les notez en dollars, vous évaluez leur capacité à rembourser en dollars. Et cette capacité, au départ, elle est faible. Donc ça veut dire que forcément, vous leur donnerez une mauvaise note, quelle que soit la performance de leur économie. Et donc ça veut dire que la note qui sera donnée par une agence de notation financière ne va pas refléter nécessairement la vraie capacité de remboursement d'un pays africain, par exemple. Mais ce que nous disons, c'est que les agences internationales doivent expliquer aux investisseurs internationaux que la note qu'ils donnent correspond
a la capacité de rembourser en devises étrangères, pas la capacité intrinsèque de l'entité emprunteuse, ce qui n'est pas fait. Et donc c'est la mauvaise perception du risque qu'ont les investisseurs internationaux sur les pays africains. C'est la raison pour laquelle en Afrique, vous avez 3 agences qui justement essaient de rectifier cette mauvaise perception du risque sur le continent. Est-ce qu'on peut parler concrètement de crédibilité quand on sait qu'il y a une sorte de monopole mondial avec S&P, Moody's ou encore Fitch qui, à elle seule, constitue 95% du marché? Moody's, ça fait plus de 130 ans que Moody's existe. S&P, plus de 80 ans, et Fitch, plus de 50 ans. Donc forcément, ces agences existent depuis très très longtemps, ce qui peut expliquer ce monopole-là. Mais il y a beaucoup d'agences qui commencent à émerger. Et on voit bien que nous, par exemple, nous ne sommes pas en compétition avec Moody's ou Standard & Poor's parce que nous avons notre marché, ils ont leur marché, donc il n'y a pas vraiment de compétition. Nous notons en monnaie locale, ils notent en devises étrangères, il n'y a pas vraiment de compétition en réalité. Combien est-ce que ça coûte de se faire noter par Bloomfield Investment Corporation? Non, nous ne discutons pas les honoraires en public. Ce sont des discussions bilatérales. En termes de pourcentage, comment ça marche? Ça varie d'une entreprise à l'autre en fonction du manpower, c'est-à-dire en fonction du nombre de personnes que nous mettrons sur la mission, en fonction du temps, en fonction de la quantité des informations analysées. Mais globalement, dans le monde, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Qui paie les agences de notation financière? Écoutez, il y a 2 sources de revenus. Il y a ceux qui se font noter qui payent. Ils payent pour le service, ils ne payent pas pour la note. Je crois que c'est important de clarifier. D'ailleurs, on a mis un système en place qui fait que ça rassure les investisseurs et les autorités de régulation sur le conflit d'intérêts. Le client ne reçoit sa note qu'après avoir payé la totalité des honoraires. Donc évidemment, avant de recevoir son rapport final et ses notes, il a déjà payé tous les honoraires. Donc évidemment, il n'a aucune influence sur la note. La seconde source, c'est la vente des informations. Donc nous avons tous une base de données. Donc les informations publiques, c'est-à-dire les rapports qui sont publics, parce que vous avez des rapports qui sont confidentiels. Donc les rapports publics sont dans la base de données. Donc les clients, les investisseurs peuvent souscrire à la base de données et payer des abonnements pour pouvoir avoir ces informations-là. Et il y a aussi l'intelligence économique que nous vendons, parce que chaque agent de notation financière a un département d'intelligence économique qui fait, si vous voulez, des rapports des risques sectoriels, des rapports des risques pays. Et donc tout ça, c'est dans la base de données. Mais ça peut coûter combien? 10 millions, 15 millions, 5 millions? Dites-nous quelque chose. Moi, je crois que c'est entre 10 et 15 millions par an. Et quelles sont les perspectives de Bloomfield Investment Corporation? Écoutez, nous sommes en train de nous établir un peu partout en Afrique. Là, nous commençons en Afrique australe et nous allons certainement commencer en Afrique du Nord l'année prochaine. Donc, nous couvrons déjà quasiment tout le continent et nous sommes en train, pour projeter pour l'année prochaine, de s'établir en Europe. Donc, on aura une filiale en Europe qui va couvrir des notations financières en Europe. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci infiniment. Stanislas Zézé, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci de m'avoir invité. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur l'argent, la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.